ce que ça va donner. Alors donc, on revient encore pour reprendre notre direct. On a eu une intervention, on a été interrompu, il y a eu un délestage, il y a eu une coupure brusque de courant qui nous a obligés à interrompre notre intervention. Donc nous allons reprendre, sinon nous reprenons notre intervention. Voilà, maintenant il commence à venir du côté de Facebook. D'accord. Alors on va reprendre rapidement. D'abord, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne m'en plais pas. S'il faut reprendre autant de fois que nécessaire, on va le faire. On ne questionne pas Dieu sur certaines choses. Si Dieu l'avait voulu, cette coupure d'électricité n'allait pas se produire au moment où nous étions en direct. Mais s'il a laissé les choses se faire, il a ses raisons à lui, on ne lui pose pas de questions. Alors tout ce que je vous demande, c'est de relancer le direct, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes soient informées, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes soient connectées. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous suivre et d'actionner la cloche de notification. Je sais que Facebook a beaucoup restreint. Même un de mes administrateurs n'arrive plus à recevoir mes directs en Guiba. Il n'arrive plus. Il n'est pas le seul. J'ai au moins 2 à 3 administrateurs qui n'arrivent plus à recevoir mes directs dès que je suis en ligne. Je dirais pratiquement tout parce que ce n'est même pas tous les jours que Bachili viennent. Voilà. Donc, je vous demande d'être le relais qui permettra aux autres d'être informés. Vous serez le relais qui permettra aux autres d'être au courant. Donc, une fois que vous êtes informé que je suis en direct, dès que vous vous connectez, partagez autant de fois que possible pour que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être notifiés. Bonsoir à toi, ma chérie Clemcia, comment ça va? Parce que Facebook, je le répète, est en train de restreindre au maximum ma visibilité. Et ils sont même étonnés de voir la persistance et l'insistance avec laquelle je continue. Parce que toute autre personne se serait découragée. Je dis, c'est quand vous venez chercher non là, sur Facebook, vous vous découragez. Quand vous venez chercher visibilité, là, puis Facebook vous fera comme ça, là, vous vous découragez. Mais quand vous venez parce que vous avez un objectif, vous vous dites, même s'il y a 10 personnes qui sont connectées, grâce à ces 10 personnes-là, 1 million de personnes peuvent recevoir ce que je fais. Donc, je ne me contente pas de ceux qui sont là. Les chiffres-là, généralement, ce n'est pas un facteur déterminant pour moi. Mais le plus important, c'est le message que vous allez recevoir et comment vous allez vous comporter avec ce message-là. Est-ce que vous allez le garder pour vous-même ou vous allez le partager? Et la seule chose que je vous demande, c'est de le partager. Tout à l'heure, ce n'était ni Facebook, ni Keita, mais c'était EDM Mali. Ils ont coupé le courant. Je le répète, ils ont coupé le courant. Vous n'avez pas une idée combien de fois j'ai dû insister. Les gens de YouTube me regardaient. J'ai insisté pour que Facebook soit aussi en direct. Parce que c'était difficile de pouvoir mettre Facebook en direct. J'ai fait tout. Facebook en direct, YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur les 2 pages, Keita Cheikh-Oumar YouTube, Cheikh-Oumar Keita Facebook. Actionnez la cloche de notification. Suivez-nous, aimez ce que nous faisons et partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes que vous connaissez. Maintenant, on va commencer. On va reprendre là où on a laissé. C'est pas ça? Vraiment, je remercie beaucoup du côté de YouTube. Vous avez été indulgent, vous avez été patient, vous avez été vraiment tolérant. Merci infiniment. C'est cette communauté-là que nous voulons, une communauté de tolérants, une communauté faite d'amour, de compréhension et de bon sens. Merci du côté de YouTube pour la patience. Maintenant, on va commencer. Alassane Ouattara entre en guerre pour sauver ses mines d'uranium et d'or au Niger. Première partie. Ceci est un scoop brûlant et je vous demande d'y accorder toute l'attention qu'il mérite. Car pour avoir cette information, certaines personnes ont risqué leur vie et mis en danger leur position et leurs amitiés. Plusieurs d'entre elles risquent la prison ou risquent de disparaître tout simplement parce que ce qu'elles dénoncent met en péril des intérêts financiers puissants.
Ces personnes se sont dit que leur conscience ne leur permettait pas d'être complices du génocide en préparation d'un peuple au nom des richesses que celui-ci détient dans son sous-sol. Il s'agit du peuple nigérien. Il s'agit d'Alassane Ouattara, le dictateur ivoirien. En effet, la guerre que ce dernier appelle de tous ses voeux contre le Niger et le peuple nigérien On n'a écoute, rien à hein? voir avec son appétence pour la démocratie, On l'état écoute. de droit ou la légitimité électorale de Mohamed Bazoum. Il s'agit ni plus ni moins que d'une guerre cupide, hégémonique, pour la sauvegarde de ses intérêts économiques et financiers au Niger. En fait, cet octogénaire supermenteur veut entraîner la CEDEAO dans un conflit sanglant pour simplement préserver ses investissements et ceux de son épouse dans les mines d'uranium et d'or du Niger. Oui, vous avez bien entendu. Cet homme, qui se fait passer pour le parangon de la probité, n'est en réalité qu'un vulgaire chef de gang. C'est un mafieux qui, dès qu'il a mis les pieds au palais présidentiel ivoirien, a usé de sa position pour faire fructifier ses affaires et celles de son épouse, mais aussi en faisant main basse sur les ressources minières des pays voisins. Il y a quelques jours, il a tenu à son domicile une réunion, disait-il, stratégique, la troisième du genre, pour examiner l'évolution de la situation sécuritaire au Niger et le dispositif militaire à mettre en place pour sécuriser les mines dans lesquelles lui, sa femme et ses amis ont lourdement investi. À cette réunion, il y avait physiquement autour de lui son épouse, des chefs militaires, un Nigérien grand et maigre, un occidental type caucasien et d'autres Ivoiriens dont les visages ne sont pas encore bien identifiés par notre source. Chose particulière, le vieux Grégou n'a pas invité à cette réunion son frère, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Il a expliqué aux participants qui s'attendaient à le voir, puisqu'il avait participé aux réunions précédentes, que son petit frère est immature et n'a pas la capacité de gérer une opération aussi complexe que celle à laquelle ils sont en train de se préparer. Il préfère que ce dernier s'occupe des questions domestiques et n'ait pas trop connaissance de ce qui est en train de se jouer dans l'ombre. Une présentation de la situation et des intérêts économiques en jeu au Niger a été faite via une projection sur écran. Au cours de celle-ci, il a été... Alors, c'est à croire que cet homme-là, Alassane Dramane Ouattara, c'est de lui qu'il s'agit, à croire qu'il se croit immortel. J'ai l'impression qu'il se croit immortel. J'ai l'impression qu'il se croit intouchable. J'ai l'impression qu'il se croit au-dessus de tout, même au-dessus de Dieu. Safrullah subhanahu Allah, que Allah me pardonne. Comment un être humain peut être aussi méchant, criminel, sanguinaire, hypocrite, vidé de toute substance morale et dénué de toute intelligence psychologique? Comment on peut se livrer à une telle barbarie contre un peuple qui n'a rien fait? Tuer le Niger à cause de ses richesses. Tuer le Niger à cause du don de Dieu. Alors, comme ce n'est pas la force du peuple du Niger qui a permis au Niger d'avoir toutes ses richesses, comme ce n'est pas l'intelligence du peuple du Niger qui a fait en sorte que le Niger devienne riche, comme ce n'est pas les pleurs ni les larmes, encore moins les supplications, qui ont fait que le Niger a un sous-sol aussi béni, comme c'est l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a décidé de bénir ce pays, de doter ce pays d'un sous-sol immensement riche, alors, moi, Cheikh Oumar Keïta, je dis ce combat n'est pas notre combat. C'est le combat de Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est le combat de l'Éternel Dieu lui-même. Puisque ce n'est pas lui qui a doté. Mais quand je le dis, cela ne signifie pas
que le peuple du Niger, que les peuples du Liptako gourmand, que chacun aille se coucher sur ses deux lauriers pour dormir. Non, non, c'est pas ce que je dis. Quand je dis c'est le combat de Dieu, ça veut dire qu'au moment venu, quand nous allons nous lever, chaque coup que nous allons donner, nous avons dans la tête de donner un coup, mais chaque coup qui pour nous est un coup, Dieu va le multiplier par 1000. Donc chaque coup que nous on donne, Dieu le multiplie par 1000 dans le camp de l'ennemi. Chaque fois qu'on frappe, Dieu multiplie par l'infini dans le camp de l'ennemi. C'est en cela que je dis c'est un combat de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on va aller s'asseoir, dormir et puis Dieu va descendre se battre pour nous. Non. Ça va être difficile. Parce qu'il y a des décisions importantes. Ce ne sera pas du revers de la main pour dire que tout va par un claquement de doigts et puis les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Non, ce n'est pas ce que je dis. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Mais quand le ciel lui-même il a décidé de te bénir, de te faire un don, de te faire une grâce, on veut voler ce don, Dieu te regarde. Est-ce que tu vas te lever pour te défendre pour le don qu'il t'a fait? Est-ce que tu vas lutter pour le don qu'il t'a fait? C'est quand tu prends conscience, tu te lèves pour lutter pour le don que Dieu t'a fait. C'est en ce moment-là que Dieu lui-même vient à tes côtés et puis il agit. Il vient guider ton esprit. Tu deviens tout de suite un stratège. Il te montre la voie pendant que l'autre, il agit par ses propres moyens. Dieu, lui, il vient et puis il parle à ton esprit, il te guide. C'est dans ça que tous les combats qui ont été menés par notre prophète, il les a gagnés. Il ne les a pas menés ces combats-là par sa propre force. Ces combats ont été menés avec l'accompagnement, le soutien et l'aide de Dieu. Il en sera ainsi pour le Niger, pour le Liptako gourmand, pour le Burkina et pour le Mali. Mais on va continuer. Je voudrais, c'est la petite parenthèse d'abord que je voudrais vous présenter. Chris Yapi, ici, il présente le décor. Est-ce que réellement c'est pour une question? Vous n'avez pas vu quand Ouattara est rentré? Parce que pourquoi je crois en ce monsieur Chris Yapi? Je suis le seul par moment, je le dis. Beaucoup de gens ont peur souvent. Les politiciens nous disent qu'il ment, il ment. Moi ce n'est pas ça. Moi, souvent, je sors, je fais des analyses pour dire par moment ce qu'il a dit, il peut aller au-delà, ou bien ce qu'il a dit, il y a autre chose encore. Ou bien souvent, je dis, je donne le scoop à Chris, qu'il aille s'informer. Parce que moi, je n'ai pas peur de l'affronter sur le terrain idéologique. Et je suis le seul qui les secoue. Vous pouvez le constater même souvent dans ses publications. Très souvent, il utilise certains visages, mais le mien, il n'utilise pas. Hein? Le mien, il utilise. C'est une seule fois qu'il a utilisé mon visage. Une seule fois. Parce qu'il sait il sait de quoi je suis capable. Et je le respecte aussi pour le travail énorme qu'il a bas. Aujourd'hui, là, pourquoi j'accorde un crédit à ce que Chris Yapi a dit ici? Rappelez-vous le dernier sommet de la CEDEAO à Abuja. Ils ont fait une déclaration. Après la déclaration, quand Tinubu a commencé à hésiter, Ouattara précipitamment est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'est même pas, il ne s'est même pas déchaussé, il n'est même pas allé brosser sa bouche, il n'a même pas essuyé son visage. Automatiquement, il a couru au palais présidentiel et puis il a fait une conférence de presse. Une déclaration. Je ne sais même pas si c'est à l'aéroport ou bien au palais présidentiel, mais en tout cas, il a fait une déclaration. Déclaration dans laquelle il dit que la Côte d'Ivoire va donner un bataillon. Et vous avez vu comment Alassane Ouattara, ce jour-là, comment il parlait. Vous pouviez lire sur son visage la haine, le dégoût, le mépris, la colère, la frustration. Vous pouvez lire tous ces éléments-là sur son visage quand il faisait ce truc-là. Et il ne pouvait même pas parler. Tellement il était énervé, il s'essoufflait. C'est juste après ça, je vous ai dit, regardez, il va aller en France parce qu'il ne tient plus. Il était tellement en colère contre le président Tinubu
que lui-même, il a cru devoir prendre sur lui la responsabilité, alors qu'il n'est rien d'autre qu'un président qui fait partie de la conférence des chefs d'État et de la CEDEAO. Donc, à ce titre, il n'avait pas à faire une autre déclaration. Il n'a pas mandat pour ça. Donc, son message était clair. Comme Tinubu ne veut pas aller en guerre, moi, je vais aller en guerre. Et c'est maintenant que nous comprenons, parce qu'au début, on a lié tout cela au fait que il faisait le travail de Macron, ce qui est vrai. Mais Orano, vous allez l'entendre après, Orano, il est actionnaire dans Orano. Ça, je ne savais pas. Je ne le savais pas. Nous, on croyait que le combat là, ce combat-ci là, c'était le combat qu'il voulait mener par rapport à son maître. Le petit Macron, assez ridicule pour épouser sa propre grand-mère. Alors que c'est le vieux lui-même, avec son épouse criminelle et sanguinaire, appelée Dominique, c'est avec celle-là même qu'ils ont des actions au sein de Orano. Donc, on comprend maintenant aisément pourquoi ils veulent aller en guerre. Donc, le fallacieux prétexte de président démocratiquement élu ne tient pas la roue. C'est pourquoi je l'ai dit dans ma première intervention. Malheureusement, j'ai dû la supprimer parce qu'on a été coupé. C'était un peu gênant. Je vous ai dit, vous méritez le mieux, donc le meilleur. Vous méritez le meilleur de moi. Donc, si je fais quelque chose et qu'il y a eu des anomalies ou des imperfections, indépendamment de ma volonté, je suis obligé de supprimer l'intervention et faire une autre intervention. Parce que j'avais donné beaucoup d'informations par rapport au Togo. Mais on va pas revenir sur ça, peut-être ce soir si on a l'occasion, mais une prochaine fois. J'avais donné beaucoup d'informations sur le concept de la démocratie. Et j'avais invité nos petits professeurs de droit de sortir de leurs amphithéâtres, de sortir de leurs livres et de regarder la réalité socio-culturelle, socio-historique et dire la vérité. Coller à leur bouquin et nous faire croire que la démocratie, là, il n'y a pas un modèle. Je vous ai donné la démocratie monarchique que nous voyons au Maroc, qui a accepté, en Grande-Bretagne, qui a accepté, en Espagne, qui a accepté. Il y a bien d'autres pays encore, en Arabie Saoudite et tout ça et autres. Donc, il n'y a pas un modèle type. Donc, nous maintenir dans la pauvreté, dans la captivité, dans ce que je pourrais appeler le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire le complexe d'infériorité, nous maintenir dans un statut de complexe d'infériorité pour mieux nous dominer, nous voler, nous piller et nous imposer un modèle qui, selon eux, sera le meilleur modèle de gouvernement. Alors qu'avant l'avènement de l'homme blanc chez nous, nous avions notre propre système de gouvernement à travers nos royaumes et nos empires. On va revenir à Alassane Ouattara. Décidé de préserver à tout prix la sécurité des installations de Orano Mining Niger. Orano est le nom de la société Areva qui gère depuis 1970 l'exploitation de l'uranium au Niger pour le bénéfice de la France. En effet, la France a 56 réacteurs nucléaires qui fournissent de l'électricité à ce pays. Le Niger seul fournit 19% de l'uranium nécessaire au fonctionnement de ses centrales nucléaires. Le reste est fourni par le Kazakhstan. L'uranium nigérien coûte moins cher à l'achat que celui du Kazakhstan. Le Niger fournit également environ le 1/4, soit 25% des besoins de l'Union européenne en uranium. Après s'être détourné un temps de l'énergie atomique pour sa consommation électrique au profit du gaz russe, la France retourne brutalement à ses centrales nucléaires en raison de la guerre en Ukraine et de l'embargo mis sur le gaz russe. L'uranium du Niger devient donc une matière première stratégique pour la France. Orano Mining a créé plusieurs sociétés au Niger pour exploiter l'uranium de ce pays. Il y avait la compagnie minière d'Akuta, Cominac, active sur le gisement d'uranium dans la province d'Agadez, au nord du pays. Mais ce gisement est épuisé et la Cominac a fermé il y a tout juste 2 ans. Orano a également une autre filiale, la Somaïr, Société des mines de l'Aïr, dans la région d'Arlit. Elle est toujours active et Orano a prévu de l'exploiter jusqu'en 2040.
Elle est en fonction d'ailleurs depuis 1967. Mais le Banco a été découvert à Imurarem. C'est l'un des plus grands gisements d'uranium de la planète. Pour l'exploiter, le groupe français Orano a créé sa filiale appelée Imurarem SA. Avec cette mine, la France est assurée d'avoir de l'uranium moins cher pendant au moins 35 ans encore. Dans l'actionnariat d'Orano Mining Niger, dont Imurarem SA est une filiale, le document en notre possession indique clairement qu'Alassane Ouattara, Emmanuel Macron. Voilà, je vais faire ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous allez voir, hein. Alassane Ouattara, Emmanuel Macron a mis aux initiales de JT et EC Mohamed Bazoum. Leur action 1, 2, 3, c'est 4 entités possèdent 47% des actions de Orano Mining, la société. Emmanuel Macron est dedans. Emmanuel Macron est actionnaire. Alassane Ouattara avec son épouse sont actionnaires. Voilà, vous pouvez, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu renversé. Vous n'allez pas pouvoir, mais vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ça a été partagé. On va continuer d'écouter. Et certains de ses amis aux initiales de JT et EC, et surtout Mohamed Bazoum, sont actionnaires et cumulent 47% des actions. Vous avez bien entendu. Ces copains et coquins sont liés par des intérêts financiers. D'ailleurs, le despote des lagunes et son épouse, Dominique Ouattara, à eux seuls, détiennent 21% d'une des mines. Il faut signaler que la découverte du gisement d'Imurarem, l'une des plus importantes réserves d'uranium du monde, est le filon du siècle sur lequel la France mise tous ses espoirs. C'est très curieux qu'aucun grand média ou les médias mainstream ne se soient intéressés aux affaires financières sales de Macron et de Ouattara. Je tiens à dire que Chris Yapi détient un document ultra confidentiel de ce qu'il avance. Ce document précieux sera mis à la disposition des autorités militaires nigériennes pour nécessité d'enquête. Le Niger et la France étaient sur le point de boucler le contrat d'exploitation de ce nouveau gisement quand les putschistes ont débarqué et ont tout fait capoter. La France a peur que la junte militaire attribue ce gigantesque marché aux Chinois qui sont déjà présents dans l'exploitation d'uranium dans le pays et montrent un appétit croissant pour les ressources du Niger. Il faut savoir que les Chinois possèdent majoritairement la société des mines d'Azélique, Somina, qui exploite une mine d'uranium dans cette région. Et le taux d'exploitation de cette mine est en progression. D'autres gisements pourraient être découverts à l'initiative des Chinois dans la région du Liptako nigérien, et cela en ferait des concurrents redoutables pour les Français. Selon les dernières découvertes géologiques, le sol nigérien regorge de minéraux précieux que sont le lithium, l'argent, le platine, le nickel, le zinc, le chrome, le manganèse, le fer, le phosphate, le cobalt et le vanadium. Toutes ces richesses intéressent les Chinois. Il faut donc les freiner absolument. La France est donc prête à tout pour éjecter la junte qu'elle considère comme une menace essentielle pour ses intérêts stratégiques, y compris à envoyer son armée sur place sous le prétexte de la réinstauration de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Pour cela, elle appuie la CEDEAO et lui propose son aide pour intervenir au Niger. Alassane Ouattara a été missionné pour pousser la CEDEAO à la guerre afin de préserver les intérêts français dans ce pays. Mais il n'y a pas que la défense des intérêts français qui pousse le vieux Grigou à s'exciter de cette façon et à prendre la décision de faire intervenir l'armée ivoirienne au Niger. Il y a la préservation de ses propres intérêts financiers privés. En effet, son épouse et lui sont des actionnaires importants de plusieurs entreprises nigériennes qui ont pignon sur rue. Ainsi, nous avons retrouvé les traces d'Alassane Ouattara dans le capital de la EGBTP, Entreprise Générale de Bâtiments et de Travaux Publics,
et de celle de son épouse Dominique Ouattara dans le capital de la société DKO. Ces deux sociétés opèrent dans le domaine des grands travaux d'infrastructure et sont systématiquement sélectionnées sur tous les grands chantiers du Niger, depuis Mahamadou Issoufou jusqu'à Mohamed Bazoum. Les chantiers remportés par ces deux entreprises ne se comptent plus au Niger. On peut citer par exemple la construction et la réhabilitation de 236 km de routes rurales à Tawa, réparties en deux lots. La société EGBTP s'est vue attribuer le premier lot de 111 km pour un montant de 8 milliards 595 millions 990 200. Alors, ça c'est pour une prochaine fois. Le soir encore, il y a la deuxième partie à 19h qu'on va écouter. Voilà, chers abonnés, chers followers, pour les nouvelles personnes, on va vous demander simplement de vous abonner à ma page Chakmar Keita Facebook, nous suivre, aimer ce que nous faisons et partager sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes. Sur YouTube, abonnez-vous, suivez-nous, aimez ce que nous faisons. Partagez au maximum parce que Facebook a beaucoup restreint toutes ces personnes-là qui recevaient les notifications dès que je suis en direct. Facebook a beaucoup restreint. Donc, vous seul, votre contribution serait vraiment de partager au maximum. Je ne demande pas grand-chose, c'est tout ce que je vous demande, de partager pour que le grand nombre de personnes soient au courant. Actuellement, le courant est coupé. Hein? Il y a mon générateur qui tourne, mais ça ne tourne pas avec de l'eau, ça tourne avec du carburant. Dès que je finis, je vais aller faire le plein et puis je vais venir déposer encore. Je ne demande pas un centime à quelqu'un. Je dis, si vous soutenez, c'est bien. Si vous ne soutenez pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est fondamental, c'est de partager. Maintenant, on va revenir sur les propos de Chris Yapi. Chris Yapi a fait une enquête parce qu'il est bon souvent qu'on se pose des questions légitimes. Pourquoi ce vieux président qui est à l'orée de sa vie, proche de sa tombe, à 82 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend encore de la vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il espère encore de la vie. C'est pourquoi il est en train de s'exciter de gauche à droite. Après ce que nous venons d'entendre, faites monter le mercure et partagez beaucoup. Après ce que nous venons d'entendre, nous sommes, moi personnellement, je suis perplexe. Je ne sais même pas comment j'ai le courage même de vous parler encore après avoir entendu ça. Quand vous écoutez ça et quand vous connaissez le sérieux de celui qui fait ces enquêtes, vous avez la certitude qu'il n'est pas en train de manipuler ni embobiner les gens et que c'est la vérité qu'il dit. Parce que tout ce qu'il dit, on peut les vérifier. Il y a la possibilité de les vérifier. Alors donc, ça veut dire que quand je dis, vous avez entendu tout à l'heure, Chris Yapi citer les différents minéraux qui sont dans le sous-sol du Niger, qui constituent, à n'en point douter, une grâce, une faveur, une bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui a doté le sol nigérien de tout, je peux dire, de tous ces métaux, ces pierres précieuses. Alors aujourd'hui, on veut tuer ce peuple, on veut assassiner ce peuple, on veut détruire ce peuple, on veut punir ce peuple pour le simple fait, la simple raison que Dieu a béni ce peuple. Donc Dieu a mal fait de bénir le peuple de Niger. Alors eux, ils viennent, ils prennent la bénédiction de Dieu. Si le peuple du Niger n'est pas d'accord, il faut les tuer. On vous tue pour le don que Dieu vous a fait. On vous tue pour le cadeau que Dieu vous a donné. Parce que vous n'avez pas le choix, on est plus fort que vous. En un mot, voilà le message d'Alassane Ouattara et de ses amis. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour Alassane Ouattara.
J'ai une meilleure nouvelle pour Alassane Ouattara. J'ai une très bonne nouvelle pour Alassane Ouattara. Je dis à ce président qu'il se ressaisisse. On ne peut pas aller combattre Dieu. On ne peut pas aller se battre contre Dieu. Quand toi-même, là, tous les jours, là, tu te lèves le matin, Alassane Ouattara, quand tu ne te brosses pas, là, tu sais que ta bouche sent. Quand tu finis de manger ton porc et ton vin, là, tu sais que quand tu ne te brosses pas, là, ta bouche sent. Et quand tu finis de manger, là, tu sais qu'il y a un petit coin où il faut aller. Alors, quand tu te rappelles de tout ça, et tu regardes ton ventre qui grossit, là, bourré de médicaments, là, tu ne prends pas conscience que ta vie est en train de prendre un coup. Tu ne prends pas conscience que ta vie est en train de finir. Et tu veux encore créer la désolation au Niger en commettant l'un des crimes les plus abominables au monde. Pourquoi vous voulez attaquer le Niger? À cause du don de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu. Mais cette enquête de Christiapi, je voulais aborder d'autres sujets par rapport à ce que nous avons dit hier, mais je préfère me limiter à l'enquête de Christiapi pour ce soir. Je préfère parler au Niger pour ce soir. Ce que j'ai dit, je le répète, peuple du Niger. Je vous jure, permettez-moi, peuple du Niger, je vais vous ramener ici rapidement. Je vais vous ramener ici rapidement. Je vais vous ramener ici. Voilà. On va écouter ça ensemble. Donne-moi une seconde. On va écouter ça ensemble. On va écouter ensemble. À l'époque, les Africains se sont tus. Ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, les dangers, il est à nos portes. Chez nous-mêmes, d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir. On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Le Niger, il risque de partir les 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger et prendre son peuple et son armée comme complice. Se libérer de la France. C'est à cette seule condition qu'aujourd'hui qu'il faut rebâtir, qu'il peut rebâtir quelque chose de nouveau. S'il se libère de la France, qu'il se détache de cette CEDEAO, qu'il restaure sa confiance avec le Mali, avec le Burkina et la Guinée, qu'il prend son armée comme complice, qu'il identifie de nouveaux partenaires, qu'il arrête les contrats de Areva tout de suite et qu'il cherche d'autres partenaires pour le Niger par rapport à l'air iranien ou les recherches. Je peux t'assurer que Bazoum va se sauver. Mais s'il continue dans la posture actuelle où il est là, non, je vois très mal le Niger résister au soulèvement du peuple. Et surtout au verdict de Dieu. Moi, je dis ce qui arrive, dans ce qui arrive, il y a Dieu derrière tout ça. Parce que les peuples africains ont souffert. Absolument. Tout le monde l'a dit. Même les chefs d'État européens ont dit que l'Afrique a été saignée par la France. L'Afrique a été saignée par la France. Alors, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, il y a la main de Dieu derrière. Alors, croyons. En tout cas, pour les Mali, on est parti. Je le répète, je ne me lasserai jamais de le dire. Ceux qui font le commerce de la paix. Alors, vous avez entendu, il y a la main de Dieu dedans. Ça, c'était avant que Bazoum ne tombe. Et il avait dit que Bazoum allait tomber. Bazoum est tombé, je crois, le 28. Il avait dit que Bazoum risque de tomber avant le 30. Et Bazoum est tombé, je crois, le 26 ou le 28. C'est pas ça? Dieu est passé par ce monsieur pour annoncer la fin de Bazoum et proposer des solutions pour que Bazoum se ressaisisse. Sinon, c'est fini pour lui. Mais Bazoum a fait la sourde oreille et n'a pas entendu. Parce que toujours, Dieu laisse les incrédules. Dieu laisse ceux qui sont voués à l'échec se berner de leur propre illusion. 26, merci les gars. Dieu laisse les incrédules, les inconscients, les analphabètes, les pervers, tels que Ouattara et autres,
Dieu les laisse se berner de leurs propres illusions avant de les abattre. De la manière dont Bazoum est tombé, Ouattara va tomber. Comment? Je ne sais pas. Mais son pouvoir va prendre fin d'une manière ou d'une autre. Soit par une révolution populaire, soit par la main de Dieu lui-même. Parce que ce que le peuple du Niger est en train de vivre, c'est pourquoi ce criminel de président, cet assassin de président, cet indigne idiot, parce que c'est moi qui maîtrise ici. Attendez, il y a un idiot que je dois dégager là. Allez, fous-moi la paix. Donc, pour nous, c'est important, c'est fondamental. Pour nous, c'est fondamental. Pour nous, c'est fondamental. Alors, on a tous entendu Alassane Ouattara. Ce sommet de la CEDEAO, quand il est venu en colère, énervé, emporté, frustré, parce que le président du Nigeria, Tinubu, s'est ressaisi après sa rencontre avec le sultan de Sokoto. Et le sultan lui a dit, attention, tu vas commettre une erreur grave. Tinubu dit, ah bon? Il dit oui. Et il rend compte à Tinubu de la réalité. Vous savez, les audiences, on ne nous montre pas les détails des audiences. Il y a des documents qu'ils ont montrés au sultan, qui est la plus haute personnalité morale du Nigeria, je crois. Donc, il a dit, il y a des choses que Tiami m'a montré. Président, toi-même là, si tu fais ça au Nigeria, demain matin, ils vont te destituer. C'est là Tinubu dit, hein? Il dit oui. Si toi-même là, ce que Bazoum faisait au Niger, si tu t'amuses à faire ça au Nigeria, ils vont te destituer. Donc, ce qu'on ne permet pas chez nous, pourquoi on veut encourager ça dans un autre pays? C'est la question que le sultan a posée au président. Et il est rentré dans les détails de l'entretien qu'il a eu avec le général Tiani, qui lui a montré des documents signés de la main du président déchu, Mohamed Bazoum, par rapport au terrorisme. Et aujourd'hui, les enquêtes économiques ont commencé. Les enquêtes économiques ont commencé. Ils sont en train de mener des enquêtes. Donc, en d'autres termes, le Nigeria s'est rétracté après avoir entendu la version que ni la France ni la Côte d'Ivoire ne voulaient que le Niger donne. Quand on parle de négociation, c'est pourquoi les gens disent négocier, négocier. Il dit attention, quand on dit négocier, cela ne veut pas dire quelqu'un va aller puis il va. Non, non, non. Les négociations, tu vas et puis tu expliques pourquoi tu as agi. C'est vrai, je reconnais que la forme n'était pas bonne, mais c'était la seule. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Même si l'action au départ était mauvaise, aujourd'hui, l'action a une certaine légitimité parce que le peuple souverain a apporté toute sa confiance à l'action salutaire que nous avons posée. Donc, nous sommes légitimes et souverains. Voilà ce que le général a dit au sultan de Sokoto, qui est parti et qui a rendu. C'est pourquoi le président du Nigeria lui a dit, ne te fatigue point, retourne voir le général Tiani. Il faut lui proposer une transition de 9 mois. Lui, il est parti sur la base de 9 mois. Il dit parce que ici, nous avons fait par le passé une transition de 9 mois. On a réussi. Le général Tiani peut le faire. Mais maintenant, ça, c'est la proposition du président du Nigeria. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, il a demandé au président de la commission de la CEDEAO de sortir pour contredire les propos du président. Vous avez vu qu'il y a eu une confusion à un moment. Et je suis sorti ce jour, je vous ai dit, j'ai dit attention, ne commettez pas l'erreur de mélanger les choses. Et très souvent, je vous dis, n'allez pas sur tout, n'allez pas sur toutes les pages, n'allez pas écouter tout le monde. Dieu lui-même, il est clair là-dessus. Toi qui vas t'asseoir avec ceux qui critiquent, qui disent, qui font ça avec les menteurs, toi là, j'ai une punition qui t'attend.
Quand je vous dis n'allez pas écouter tout le monde, j'ai mes raisons. Ce n'est pas pour vous dire de rester connecté à Keïta, non. C'est pour vous dire, ce n'est pas toutes les choses que les oreilles doivent entendre, parce que Dieu nous tiendra responsables. Ce n'est pas toutes les choses que les yeux doivent voir, parce que Dieu nous tiendra responsables. Ce n'est pas toutes les choses que la bouche doit dire, parce que Dieu nous tiendra responsables. C'est en cela que j'ai parlé. Maintenant, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ne voulaient pas que le monde entende la version du pouvoir légitime qui est actuellement en charge au Niger. Et regardez bien, ce pouvoir-là aujourd'hui est présent à la 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Niger est présent. Le Niger est présent. Notre ministre des Affaires étrangères hier, Abdoulaye Diop hier, aucun premier ministre du Mali n'est parti. J'ai apprécié. Et le Burkina aussi, c'est la même chose. Je crois qu'aucun, je ne sais pas, certainement, c'est nos ministres des Affaires étrangères qu'ils ont envoyés. Ils n'ont pas, comme le Niger n'a pas été interdit, donc les pays de l'Alliance des États du Sahel, les pays du Liptako Gourmand, on a envoyé nos ministres des Affaires étrangères. En tout cas, ni le Niger, ni le Mali, le Burkina, je crois que c'est la même chose aussi, on a envoyé nos ministres. Donc, vous nous rabaissez, on vous rabaisse. C'est la réciprocité. Vous nous respectez, on vous respecte. C'est la réciprocité. Et voilà aujourd'hui que le Nigeria a compris que elle était sur le, enfin, la nation ou le pays était sur le point de lancer une opération sans prendre le temps d'analyser tous les paramètres et les contours. Et c'est ce que Macron voulait. Éviter de discuter, éviter de connaître les raisons qui ont poussé au renversement du régime de Bazoum. Alors, quand on arrive à ce point, il y a une question fondamentale qu'on se pose. C'est pourquoi Alassane Ouattara, peuple du Togo, dans ma première intervention que j'ai supprimée, parce qu'on a été brutalement interrompu, vu que je ne travaille plus, j'ai arrêté de travailler avec ça parce que trop d'appels pour perturber mon travail. Donc, je ne fais plus. J'ai désormais une caméra directement connectée à Facebook qui me permet de travailler. L'essentiel, c'est d'avoir la connexion Internet. Alors, regardez bien ce qui se passe. Alassane Ouattara, avec son complice Macron, veut attaquer le Niger. Mais on empêche le Niger de parler, de dire la vérité. Maintenant qu'une partie de la vérité est portée à la connaissance du président Tinibou, il se ressaisit. Il n'est pas aussi bête que ça. Le Sénat s'oppose. D'ailleurs, le Sénat, désormais, et le Sénat, n'oublions pas, hein, ils sont en train de déployer des éléments au Nigeria. Ça, c'est vrai. Mais et en même temps, Tinibou dit qu'il faut négocier. Donc, les négociations, Ouattara n'en veut pas, Macron n'en veut pas. Parce que les négociations vont légitimer la prise du pouvoir de Tiani. Et lorsque le pouvoir sera légitimement établi, il faut, je vous ai dit qu'il faut une charte. Donc, pour que on puisse donner une réponse au président Tinibou, pas à la CEDEAO, au président Tinibou, pour qu'on puisse lui donner une réponse, il faut d'abord que le peuple du Niger se prononce sur la charte de la transition, qui va définir les contours de la transition et les axes prioritaires de la transition. Maintenant, le sultan de Sokoto, normalement, devait se rendre au Niger. Mais je crois que ils sont en train de faire tout parce que l'Union européenne elle-même se trouve dans une position délicate. Si la Russie met la main sur l'uranium du Niger, c'est fini pour la guerre en Ukraine. Elle va s'arrêter d'elle seule. C'est parce que
le Niger continue de fournir 25% des besoins. Et là, ça va augmenter. Parce qu'ils sont en train de faire un retour vers les centrales nucléaires. Et comme le gaz russe n'est plus accessible, donc, évidemment que en faisant un tour vers l'uranium du Niger, la demande sera forte. Tout compte fait, les prix négociés aujourd'hui ne seront plus appliqués. Le général Tiani, pour le moment, il est en train de faire un travail de nettoyage interne. Pendant qu'eux, ils sont en train de gueuler et piailler, vous avez vu la liste des conseillers qu'ils ont fait sortir. Et je vous avais dit, pourquoi on s'excite pour peu de choses? Il y en a qui disaient, ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont tous un passeport diplomatique. J'ai dit, mais pourquoi vous vous excitez pour peu de choses? Pourquoi vous ne laissez pas le général travailler? Parce que tous ces passeports seront révoqués, annulés. À peine j'ai dit ça le lendemain matin, ça fera une semaine demain. À peine j'ai dit le vendredi qui a suivi, je crois, tous les passeports diplomatiques qui ont été attribués par Bazoum à cette multitude de conseillers, tous les passeports ont été purement et simplement révoqués. Ok, merci beaucoup, Drissa Farmo, merci beaucoup. Alors donc, pardon, je suis en train de travailler. Non. Je dis non. Je vais finir tout de suite. Il faut aller, j'arrive. Il faut le laisser. So, il faut aller. Alors donc, quand on écoute bien, aucun de nos premiers ministres n'est allé à cette assemblée, à cette 78e Assemblée générale des Nations Unies. Aucun. Alors, la question fondamentale qu'on doit se poser, pourquoi Ouattara continue-t-il de se berner lui-même de ses propres illusions? Se berner, c'est se mentir à soi-même, se tromper. Je suis entièrement d'accord avec Chris Yapi. Lui, il est pragmatique, il est rationnel. Moi, je suis spirituel. Je suis dans une certaine connectivité avec la spiritualité, avec mon Dieu, mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez tous entendu. Il y a la main de Dieu dans ce combat depuis belle lurette, je le répète, il y a la main de Dieu dedans. Aujourd'hui, quand vous écoutez les révélations de Chris Yapi sur les enquêtes qu'il a fait, la première partie de son enquête, vous vous rendez compte que le Niger est béni naturellement, mais de la même manière qu'il y a le narratif qui dit que le Niger est pauvre, c'est le même narratif qui nous impose cette démocratie bancale, cette démocratie handicapée, cette démocratie malade, cette démocratie pilleuse, voleuse, cette démocratie qui est aujourd'hui une sorte de captivité, un genre de prison. La démocratie, c'est ça, c'est l'emprisonnement légalisé. Nous-mêmes, on a décidé de rentrer en prison. Ça, c'est l'image que je voudrais vous donner de la démocratie. C'est-à-dire, nous-mêmes, on s'est levé, et puis on voit le policier, le commissaire, on dit, il faut écrire au juge, il faut lui dire que nous-mêmes, on vient se constituer en prisonnier. Donc, ouvrez les portes de la prison, on va se constituer là-bas. Et puis, on rentre là-bas. Mais si tu vas te constituer en prison, là, tu obéis aux règles de la prison. Tu n'as plus de liberté. Alors, arrêtons de nous blaguer avec cette histoire de liberté d'expression. Moi, je parlerai tout simplement parce qu'on nous a fait croire, on a tellement façonné ça dans notre esprit, dans notre mindset. Deep down, ils ont incrusté ça dedans. Ils nous ont fait croire que la démocratie, ce sont les élections. Donc, on limite la démocratie chez l'Africain. On dit l'Africain est tellement bête, ce sont des singes, ils vivent dans la brousse. Il faut limiter la démocratie. La démocratie, il faut limiter seulement à des élections. Mais, lorsque nous commençons à prendre conscience de certaines réalités et que nous commençons à nous défendre, on parle quoi? De violation des droits de l'homme. Maintenant, chaque fois que nous nous manifestons, chaque fois que nous décidons de faire ceci ou de cela, qu'est-ce qui se passe?
curieusement, on nous ramène maintenant sur le plan des droits de l'homme. Donc, la question des droits de l'homme fait surface. La question des droits de l'homme devient désormais partie prenante de cette démocratie. Vous voyez un peu? Le fait de vivre en famille dans la société, déjà, il y a le principe naturel même des droits de l'homme. Naturellement, Dieu, la préservation des droits de l'homme est innée. On est avec. On n'apprend pas ça à l'école. Mais on veut nous faire croire que ce sont des conditions, ce sont des exigences, c'est un modèle, c'est faux. On est avec. Dieu a créé chacun. Dieu a créé chacun avec ça. Dieu a créé chacun. Si Dieu nous a créés à son image, on veut nous faire croire que Dieu ne sait pas ce que c'est que la question des droits de l'homme. C'est la question qu'on doit se poser, je pense et je suppose. Donc, on est né avec. C'est inné en nous. Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie de notre construction génétique. Ça fait partie de notre conception humaine. Dieu l'a déjà inclus en nous lorsqu'il nous créait. La question des droits de l'homme. Ça fait rire, ça fait rigoler. Souvent, tu les vois spéculer là-dessus. C'est comme comment manger. Est-ce qu'on va à l'école pour apprendre à manger? Sinon, on dit savoir se tenir à table. Ça, c'est quand tu veux faire plaisir aux gens. Sinon, la bouche, là, même un bébé, il sait où se trouve sa bouche. Même un aveugle, il sait où se trouve sa bouche. Un sourd, il sait où se trouve sa bouche. Il y a des gestes qui sont naturels, il y a des actions qui sont naturelles. Donc ici, on veut attaquer le Niger, on veut piller le Niger, on veut voler le Niger à cause de la bénédiction, de la grâce et de la gloire de Dieu pour ce peuple-là. Et on nous demande d'être des spectateurs passifs, des spectateurs passifs, des spectateurs passifs. Alors que Dieu dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Dieu nous a créés avec des aptitudes prédéterminées, prédestinées. Je répète, Dieu nous a créés avec des aptitudes prédéterminées, prédestinées. Et nous, on nous dit, non, 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 tout ça là, c'est zéro. On nous dit, oh, oubliez votre affaire de Dieu là. Oh, enlevez Dieu ici. Ah, faites ça là-bas. Oh là là. Mais alors, quel est le problème? Dieu fait grâce et eux, ils viennent voler. Mais Alassane Ouattara, il a quel âge? Mais ce vieux de 82 ans qui devait être l'incarnation de la sagesse, de l'humilité, du pardon, du respect, de l'amour de l'autre, est aujourd'hui la malédiction de l'Afrique tout entière. C'est lui qui veut tuer. Vous avez vu son regard. Regardez, c'est les deux dans cette affaire du Niger. Regardez toute la CEDEAO. À part la ministre, la vieille femme rechemisée, là, la vieille voiture rechemisée de Macky Sall, son ministre des Affaires étrangères, à part celle-là, et puis la chaussure de talon qui est sortie avec son visage de guenon une fois qu'il a parlé, à part les deux, ce que vous voyez sur Macron, matin, midi, soir, alors que nous-mêmes là, au sein de la CEDEAO, ce que nous ne disons pas, lui-même qui est là-bas là, mais finalement, on doit se poser la question, est-ce que c'est la... Non, lui nous dit, vous êtes bêtes, vous les Africains, vous ne connaissez pas la démocratie, c'est nous qui connaissons. Ce qui se passe au Niger, là, vous êtes assez bêtes pour comprendre. C'est plus intelligent que vous-même, c'est plus fort que vous-même. Vous n'en valez pas la peine, laissez-nous gérer ça. En fait, c'est ce qu'il nous dit, Macron. C'est pourquoi j'ai regardé le président du Kenya, j'ai dit, il me fait honte, c'est un comédien, c'est un plaisantin, c'est un joueur, c'est un acteur de théâtre, le président du Kenya. Moi, c'est un comédien. This man he knows nothing. Le président du Kenya, il est ridicule. S'il est intelligent, qu'il ferme son groin. C'est bien beau de crier, lui et Paul Kagame, avec Cyril Ramaphosa. Mais voilà une situation du Niger où un pays étranger veut venir agresser en Afrique. Vous qui parlez de souveraineté de l'Afrique, vous qui parlez, non, l'Afrique c'est ceci, l'Afrique. Mais maintenant, là, vous êtes où? Paul Kagame. Tu es où là? Tu es un criminel toi aussi. Tu es où là? Tu ne peux pas dire à la France?
Il appartient aux Africains de gérer leurs propres problèmes. Paul Kagame, c'est à toi que je parle. Tu l'as dit une fois, il appartient aux Africains de gérer leurs propres problèmes. Alors pourquoi la France vient mettre sa bouche dedans? Et toi, Kagame, tu dis rien. Toi, président du Kenya, tu dis rien. Cyril Ramaphosa, tu dis rien. Donc finalement, leur grande gueule qu'ils font tous les jours, là, le show médiatique qu'ils font là, ça, quel est l'objectif? Quel est le but? Voilà une situation là où on les attend, on ne les voit pas. C'est le Mali et le Burkina seuls qui s'affirment. Quoi qu'il en soit, nous devons rester sereins. Restons sereins. Restons sereins. Inch'Allah, ce soir, avec l'aide de Dieu, tout en demandant à mon sponsor officiel, Fatmata Batoulignan, et avec son mouvement Ambicor, de continuer à réfléchir sur la proposition que j'ai eu à faire par rapport à l'acquisition de drones de surveillance pour notre armée, faire en sorte que Ambicor continue ses œuvres sociales à travers tout le Mali. Ils ont mis en place un véhicule de forage qui va de village en village, là où il y a des problèmes d'eau, là où il y a des problèmes d'adduction, là où il y a des problèmes d'adduction d'eau potable, là où il y a la question cruciale d'eau potable, le mouvement Ambicor est en train de creuser et installer des petits châteaux d'eau à partir de forages pour permettre à ces villages-là qui sont un peu enclavés, un peu reculés, qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Fatmata Batuli, elle a un éventail d'actions sociales. Il y a les forages, il y a la salubrité, c'est-à-dire nettoyer nos villes, nos communes, nos régions, nos quartiers pour nous permettre de pouvoir célébrer nos mariages dans la quiétude. Il y a aussi les dons en kit scolaire par rapport aux enfants, sans oublier les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge et qui seraient gravement malades. Elle prend aussi le traitement de ces personnes-là en charge. Si nécessaire, elle les fait déplacer dans des pays étrangers, précisément au Maroc, pour suivre des traitements spécifiques. On ne peut que dire merci à une telle personne. On ne peut que demander à Dieu de continuer à la protéger, à la préserver, à faire en sorte que elle puisse continuer toujours de faire ce qu'elle est en train de faire et que la grâce divine l'assiste au quotidien contre ces petits maires mal élus qui s'agitent contre elle, qu'ils restent tranquilles dans leur petit coin, au risque d'être humiliés parce que si on sort contre eux, on insulte la personne. Parce que la cybercriminalité a déjà averti, on a insulté la personne, mais on va les recadrer de la plus belle manière et de la façon la plus élégante. Même le procureur lui-même, il est assis dans son bureau et puis il applaudit, il dit tiens, là, il a parlé. Mais on ne peut rien faire parce que tout ce qu'il a dit là, il n'y a rien qui est contraire à notre test. Les petits maires là, on va vous recadrer si vous ne laissez pas Fatmata Batuli en paix. Parce que c'est indigne. Un garçon qui va combattre une femme, qui met son argent pour aider, moralement c'est gênant. Moralement c'est décevant. Alors, ce soir encore avec le grand Chris Yabi. Waouh, c'est ça aussi. Toutes mes excuses. Waouh. C'est ce soir encore, on va développer, toutes mes excuses, ça fait partie des aléas du direct. On va développer la deuxième partie. On va faire le direct de ce soir en 2 volets. On va terminer avec le dernier élément de Chris Yapi. Et puis ensuite,
les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les 3 États du Sahel, le Liptako gourmand et l'attitude de la Mauritanie que nous avons dénoncée la dernière fois et que nous continuerons de dénoncer. Je reviendrai en force contre la Mauritanie avec des images que nous avons pu avoir à notre possession qui montrent que la Mauritanie est en train de servir de base arrière pour déstabiliser le Mali, pour attaquer le Mali, et qu'il ne s'agit pas de la rébellion, mais il s'agit de terroristes. C'est pourquoi nous comprenons que la Mauritanie soit épargnée. Pendant que le Mali, le Burkina, le Niger sont attaqués, la Mauritanie dort peinard. C'est à croire que la Mauritanie a scellé le même deal que Blaise Compaoré avait scellé avec les groupes terroristes quand il était au pouvoir. Donc la Mauritanie a décidé d'ouvrir ses portes pour que les terroristes viennent épouser les filles mauritaniennes, s'installer en Mauritanie, investir en Mauritanie et leur permettre de déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Nous interpellons les autorités mauritaniennes à se ressaisir et à faire preuve d'honnêteté et de transparence. Nous avons demandé au gouvernement malien que le gouvernement malien prenne toutes ses responsabilités face à ce qui se joue avec le Niger, avec la Mauritanie. C'est pourquoi j'avais demandé à l'époque que le Mali installe une base militaire solide aux frontières de la Mauritanie avec le Mali. Il faut qu'on installe une base là-bas. La Mauritanie n'est pas un pays fiable. Il faut installer une base. On va écouter notre partenaire et puis on y va. Kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka sulu ka ne lakunu sɔgɔmada la ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damisa ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔ kɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ Kone ne ko aw ma minnu yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Kone o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, c'était notre partenaire, Suleiman Sanogo, communément appelé Sénéfoutier. J'ai l'habitude de le dire, beaucoup de gens nous envoient des messages, il faut nous parler du produit, il faut nous parler du produit. En fait, Damsa, ce n'est pas un seul produit. Damsa, c'est une gamme de 15 produits. Je dis bien une gamme de 15 produits. Une gamme de 15 produits. Vous conviendrez avec moi, parler de la particularité de 15 produits à 20-30 personnes dans la journée au minimum, alors que c'est des centaines d'appels et de messages, vous comprenez que c'est compliqué. Humainement, c'est difficile. C'est pourquoi vous venez avec vos préoccupations. Voilà ce que nous avons. Voilà ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce que vous nous proposez? Dans ces conditions-là, on vous donne des orientations par rapport au traitement. C'est une gamme de 15 produits qui traitent un peu de tout. Chaque produit a une pathologie spécifique, n'est-ce pas, qu'il peut traiter et apporter la guérison complète et totale. Que ce soit les fibromes, les kystes, que ce soit les trompes bouchées, que ce soit au niveau de la prostate,
infection ou cancer, que ce soit au niveau des reins, infection, insuffisance ou cancer. Quand vous prenez le Damsa, il apporte la rectification qu'il faut, l'amélioration qu'il faut dans le sang, les différentes corrections qu'il faut, les régénérations cellulaires qu'il faut, la restauration du système immunitaire de défense. Donc le Damsa agit encore sur ceux qui souffrent de drépanocytose, ceux qui ont l'arthrose, ceux qui ont des problèmes musculaires, des problèmes de nerfs, ceux qui ont des problèmes articulaires, ceux qui ont des problèmes de vision, ceux qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, ou encore d'autres parties. Nous travaillons, que ce soit l'utérus, que ce soit le col de l'utérus qui est infecté, vous avez le VIH-Sida, vous avez le MST, maladie sexuellement transmissible, vous avez toute autre maladie, ou tout simplement c'est l'ovulation qui pose un problème. Vous faites des femmes qui, comment on appelle ça, après chaque conception, elles n'arrivent pas à garder la grossesse. Vous faites chaque fois des fausses couches, des fausses couches. Il y a une possibilité de réparer ce qui ne va pas. Parce qu'il y a toujours une anomalie. Voilà ce qui provoque ce genre de situation. Voilà. Pour les hommes dont la libido n'est pas satisfaisante, hein, les hommes qui ont un problème de libido, vous nous faites signe, on vous propose des solutions. Nous, on traite, c'est Dieu qui guérit. Mais dans la plupart du cas, je peux dire à 99%, nous sommes des êtres humains. On a fait quand même des très bons résultats. Donc, vous pouvez, pour ceux qui, évidemment, veulent me contacter directement ou me parler soit en français ou en anglais par rapport à leurs préoccupations. Moi, c'est Cheikh Oumar Keïta, vous connaissez déjà, c'est le 72 77 47 88. 72 77 47 88. On est à ce soir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, l'accompagnement de Dieu, la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la protection de Dieu. Ce soir, Inch'Allah, on se retrouvera pour un autre direct. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.